Denise, une nouvelle demi-extraterrestre, voir mon wiki. Un jour, elle eut la mission de mettre en garde l'humanité contre les dangers de sa folie guerrière, très précisément tout ce qui concerne les manipulations de missiles nucléaires, en participant à une émission de télévision sur Radio Monte-Carlo M6. Une autre personnalité était programmée ce jour-là, sur le thème suivant, les dessins de la plaine de la Nazca, au Pérou. Le jour de l'émission, la personne prévue tomba malade. Or, c'était une connaissance de Denise. Elle lui téléphona en la suppliant de la remplacer pour cette émission. Elle fut contactée par la chaîne de télévision à laquelle elle expliqua qu'elle n'avait pas de moyens de locomotion. Un chauffeur fut dépêché et l'émission put commencer normalement. L'animateur ne connaissait visiblement rien concernant tous ces phénomènes. J'ai pu voir la cassette de cette émission, mais je ne dispose pas des droits pour en reproduire ne serait-ce que des extraits. C'était un expert pour les questions d'ordre sportif, en particulier le football. Denise avait été prévenue par ses contacts très spéciaux. Elle ne serait pas prise au sérieux par l'animateur et les autres intervenants, qui excellèrent par ailleurs dans le domaine de la moquerie, à tel point que le public de l'émission en fut choqué et l'exprima. Mais cela n'étonna nullement Denise, donc qui avait été prévenue et qui avait déclaré à la jeune femme qui la pilotait vers le studio d'enregistrement qu'après son passage à la télé, l'émission serait supprimée. Personne ne l'a cru, et c'est pourtant ce qui arriva. Ce document comprend quelques précisions écrites et des reproductions photographiques qui compléteront le témoignage principal. À noter enfin que Denise m'affirme que je ne présente là qu'une toute petite partie des perceptions et manifestations diverses qui jalonnent sa vie sans interruption, y compris au niveau d'une surveillance médicale ponctuée d'interventions nocturnes spectaculaires. Je lui ai expliqué le parti pris qui est le mien. Le plus important, c'est de mettre en évidence les sources possibles de toutes ces manifestations. La suite étant la résultante, en quelque sorte logique, si ce mot est ici à sa place, de tout ce qui constitue le socle à partir duquel s'est développée cette intrusion permanente, venue d'ailleurs, dans la vie du témoin. C'est-à-dire que moi je suis venue au monde dans un hôpital tout à fait normal, en Seine-et-Oise, et maman était une jeune femme, c'était pas dans la guerre. Je pense que je vais pouvoir d'abord expliquer le pourquoi de ma venue, que je suis venue au monde. C'est que maman, à l'âge de 9 ans, elle était avec ses parents du côté de la Seine-et-Oise. C'était des paysans. Et bien sûr, ils faisaient la culture de la rave. Alors donc maman, elle était petite, elle avait 9 ans, et elle aidait ses parents à ramasser la rave. Et elle m'a raconté que dans le ciel était d'un pur, très pur, sauf qu'il y avait un nuage gris, ou noir comme elle dit. Et ce nuage, elle m'a dit, je ne comprends pas, il me parlait dans la tête. Et il me disait qu'il allait m'arriver quelque chose plus tard, quelque chose de merveilleux, quelque chose de très beau. Et que je serais très heureuse. Donc après, les années sont passées pour elle et pour... voilà, c'est les années qui sont passées. Oui. J'ai un texte qui raconte... On voit arriver une Citroën noire à vive allure, occupée par un couple. Il semble affolé. La femme apeurée incite son compagnon à conduire plus vite.
Elle se retourne pour voir si on ne les poursuit pas. Et par la portière arrière droite, elle aperçoit un objet se dirigeant vers eux. Encore plus affolée, elle crie. « Mais qu'est-ce que c'est que cette chose qui vient vers nous ?»« Je ne sais pas, dit-il. Continue à regarder. » Elle lui crie à nouveau. « Va plus vite, je t'en supplie. » À ce moment, l'engin est au-dessus de la voiture qui est aspirée par le dessous du vaisseau. Mais par son arrière, ce qui fait qu'elle monte en biais, le devant de la voiture se retrouve en bas. Et la femme est projetée vers l'avant. Elle a le visage en sang. La jeune femme se retrouve dans le vaisseau laboratoire pour qu'on puisse la soigner. Elle hurle, elle supplie qu'on ne lui fasse pas mal. « Ne me touchez pas à ma tête. Non, non, ne touchez pas ma tête. » Par télépathie magique, on lui transmet qu'elle devrait faire pour l'enfant. Elle dira que cet enfant est à elle. La jeune femme s'endort pour avoir respiré une émanation d'un liquide venant d'un appareil. Plus tard, elle se réveille très loin à l'endroit où elle devait aller. Et avec un enfant dans les bras. Ce qu'elle m'a dit avant de mourir, elle m'a dit j'ai un gros secret mais je ne dois pas le dévoiler. Et moi je lui ai dit maman, ton secret c'est le mien, c'est le même. Alors elle m'a regardée et ensuite elle m'a dit ah bon tu crois? J'ai dit oui. Alors j'ai dit écoute je vais te raconter mon histoire et tu verras que ça, je pense que ça va être pareil. Donc je lui ai raconté mon histoire et je lui ai raconté, je lui ai dit tu sais tu m'avais mise dans une famille, un couple italien comme nourricier et tu es partie toi, chercher du travail. Hein? Alors elle m'a dit oui c'est vrai. Et alors je lui ai dit et puis tu m'as laissé hein, complètement, ouais, mais après elle m'a dit oui c'est vrai, je regrette, bon, je dis je suis pas là pour te juger, ni pour te faire du mal, non au contraire, je t'aime beaucoup, j'ai toujours pensé que tu viendrais me chercher et tout ça, elle m'a dit ben j'avais honte de ce que j'avais fait, je t'avais abandonné et j'avais honte. D'abord elle m'a dit, tu sais qu'il y a du monde là-haut, qu'il y a des gens qui vivent sur les planètes. J'ai dit oui, je sais. Et elle m'a dit, tu sais, moi tous les soirs je vais dans le jardin et je chante des chansons d'amour. Alors j'ai dit oui, tu chantes des chansons d'amour à ton amoureux alors, parce que tu chantes des chansons d'amour. Elle me dit, je chante des chansons d'amour, mais je ne comprends pas pourquoi ils nous prennent, ils font des choses sur nous et après ils nous ramènent sur terre. Elle m'a dit, je ne comprends pas pourquoi. Alors j'ai dit, ben écoute, c'est peut-être pour faire des expériences. Alors, elle m'a dit, oui, c'est possible. Mais elle m'a dit, je ne comprends pas. Et quand j'étais petite, donc j'étais chez mes parents nourriciers, et puis j'avais le papa, enfin le substitut, qui un jour il m'a dit, écoute Ninou, si tu veux, je vais t'acheter une trottinette. Moi je disais, ah bon? Ah oui, moi je serais contente d'avoir une trottinette, mais je ne savais pas très bien exactement ce que c'était. Il me parlait de trottinette, moi je dis, bon alors oui, pourquoi pas. Et puis donc il m'apporte cette petite trottinette bleue, et il fallait ramer avec le pied, comme ça, pour faire marcher. Et puis, je disais, oh là là, c'est fatigant de faire comme ça avec le pied, toujours faire comme ça, comme ça. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, mais tu peux faire marcher ton engin sans le pied. Et comment? Alors, j'ai entendu qu'on me parlait dans la tête et qu'on me disait, ben, tout ce qui vit a son énergie. Alors, prends l'énergie de ta trottinette et fais-la marcher. J'ai dit, bon. J'ai réfléchi un petit moment et puis j'ai dit, mais oh, j'ai pris
un désir très fort. Comment j'ai expliqué ça? J'ai vu la trottinette dans mon esprit et je l'ai faite marcher par mon esprit. Voilà, et ma trottinette, elle a été tout droit, mais dans le mur, quoi. Donc je me suis retrouvée par terre. Et puis j'ai dit, bon, c'est bien, mais bon, si toutes les fois je dois tomber comme ça... Et puis un jour, il y a eu un petit garçon qui est venu. C'était le fils du copain de mon père nourricier. Et alors, je lui dis, tu sais, Jean, tu devrais me prêter ton vélo. Ah non, 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 je ne te prête pas mon vélo. Non, 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 c'est pas pour les filles, non, non. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi il ne voulait pas. Mais j'ai dit, moi, je voudrais l'essayer, ton vélo. Non, je ne veux pas que tu le touches. Ah ben, tu ne veux pas que je le touche? Et j'ai fait la même chose que j'ai fait avec la trottinette, sauf que j'ai envoyé son vélo contre le mur. Après, bien entendu, je vais à l'école comme tout le monde et tout ça. Et c'est au moment où je sortais de l'école, j'ai ma copine Edith qui me dit dis-moi Denise, tu viens avec moi, on va au catéchisme. J'ai dit qu'est-ce que c'est catéchisme? Elle m'a dit ben, on raconte l'histoire de Jésus. Et j'ai dit ah bon? Et j'ai dit qui c'est Jésus? Alors elle m'a dit ben, c'est un monsieur qu'on a mis sur la croix et qu'il est mort pour tous nos péchés. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que les péchés? Alors elle m'a dit, ben les péchés, je sais pas moi, peut-être qu'on pense des choses pas bien et tout ça. Ah bon? Ben j'ai dit, oui, ben, je viens avec toi. Je voulais voir un petit peu ce que c'était cet homme. Et là, alors à ce moment-là, on est rentré. Il n'y avait plus de place pour s'asseoir et il y avait une table. Et la dame, celle qui lisait l'histoire de Jésus, elle me dit, ben montez sur la table toutes les deux. Ce qui fait qu'on est monté, et bon, à un moment donné, elle a raconté, je ne sais pas, tout d'un coup, elle parlait de Jésus, cet homme sa mère s'appelait Marie, tout ça. Et puis moi, je partais, je ne sais pas où, je partais, j'entendais la voix de la dame loin, loin, loin. Et puis tout d'un coup, je ne sais pas ce qui est arrivé, j'ai Edith qui me dit « Oh Denise, ça y est, c'est terminé, tout le monde est parti. Allez, lève-toi, lève-toi. » Et bien j'ai dit « Oui, oui, oui. » Je ne savais plus où j'étais. Et à ce moment-là, je vais pour descendre de la table, je descends, mais je marchais à ça du sol. Et elle m'a regardée. Elle me fait, mais qu'est-ce que tu fais Denise? Tu es folle ou quoi? Ben j'ai dit non, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, regarde, regarde comment tu fais. Tes pieds ne sont pas par terre. Mais pourquoi tu marches comme ça? Ben j'ai dit, je sais pas moi, je ne sais rien. Et puis tout d'un coup, elle m'a dit, oh tu es une sorcière. Et elle est partie. Elle m'a laissé tomber. Et moi, j'ai réalisé et pouf, je suis retombée, comme on dit, sur mes pieds, quoi. Voilà. Une fois, j'avais mis le feu à un rideau chez ma nourrice et alors elle m'avait crié. Alors moi j'ai dit oui, mais je voulais savoir comment ça marchait, tes allumettes. Alors j'ai allumé pour voir comment ça marchait. Donc pour moi c'était tout je cherchais à comprendre tout, à quoi ça sert, une chose ou une autre. Et puis alors après elle m'a dit oui, mais il ne faut pas toucher ça, tu te rends compte, qu'on brûle et tout. Mais j'ai dit non, on ne peut pas brûler. Mais si, mais si. Et puis on peut mourir. J'ai dit mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est ce mot mourir? Elle m'a dit oui, ben écoute, on peut mourir, tu aurais pu mourir, moi aussi et tout ça. Alors moi je disais mais bon, pourquoi mourir? Qu'est-ce que ça fait? Je ne comprenais pas ce mot. Je ne comprenais pas. Pour moi c'était étranger. Oui. Et ensuite, elle m'a dit, puisque tu es comme ça, je vais te punir. Et moi je dis non, tu ne peux pas me punir, j'ai rien fait de mal. Je me dis si. Alors, tu sais ce que tu vas faire, tu vas écrire une lettre comme quoi tu me demandes pardon. Et moi je fais une lettre, mais j'écris, mais de mon écriture, enfin cette écriture que j'ai toujours eue et que je ne comprends même pas. Je comprends sur l'instant ce que je marque, mais après c'est fini, c'est complètement effacé. Alors donc je lui ai dit, bon ben voilà, j'écris. Et elle, comme par miracle, elle le lit très bien. Comment ça se fait qu'elle le lit très bien? Parce que moi-même, je savais ce que j'avais écrit, mais je le gardais dans ma tête.
Et je le mettais sur la feuille. Et je lui ai dit, mais j'ai dit, maman, comment t'as su que je t'ai... Tu comprends l'écriture que je fais? Ah, elle m'a dit, quand une maman, elle aime son enfant, elle comprend tout. Elle me fait comme ça. Ah, j'ai dit, ah bon, alors tu m'as compris. Ben alors je te demande pardon. Elle m'a dit, je sais. Quand j'étais jeune fille, oui, j'avais des choses qui me faisaient... Mais c'est surtout le fait qu'on me parlait tout le temps, constamment, qu'on me parlait. Dans ma tête, on me parlait. Ne va pas à tel endroit, ne fais pas ça. On me donnait toujours des exemples, comme si j'avais eu un parent à côté de moi, mais que je ne le voyais pas. J'étais petite, j'avais 9 ans. À ce moment-là, je m'amusais dans l'appartement. Mes parents étaient, enfin mes parents adoptifs, elle est allée travailler et le père, il était en train de faire le jardin. Bon, moi, j'étais en train de m'amuser. Je m'amusais dans la chambre et puis, bon, bien entendu, avant qu'elle parte, ma mère adoptive, elle me dit... mais dis-moi un peu, Ninou, comment ça se fait que tu mets toujours une étoile sur ton front quand tu parles et tout ça, mais à qui tu parles? Ben, je dis, je parle à la glace. Oui, ah oui, bon, tu parles à la glace? Oui, je parle à la glace. Mais elle m'a dit, mais et pourquoi tu mets toujours une étoile sur ton front? Ben, j'ai dit, parce que c'est chez moi. Elle me dit, mais comment ça peut être chez toi une étoile que tu mets au front? Ben, j'ai dit, c'est ma maison. C'est là, c'est chez moi. Alors je le mets pour qu'on sache que c'est chez moi. Moi je disais ça, j'avais 9 ans, je disais. Et j'avais une moustiquaire, et cette moustiquaire, je l'avais déchirée pour faire des nattes. Alors, ce qui me faisait des cheveux longs comme ça, elle me dit, mais pourquoi tu fais des nattes sur la moustiquaire? Ben, j'ai dit, parce que c'est comme ça, ma mère, elle est comme ça. Pour moi, ma mère, elle était comme ça. Une fois, je me suis levée, j'ai eu mal dans le dos, alors des douleurs terribles. Je n'arrivais pas à marcher, même pas aller au cabinet qui était juste en face de moi. Je n'y arrivais pas, j'ai appelé au secours un copain qui était kiné. J'ai dit, écoute, viens parce que j'arrive pas à marcher. J'ai peur d'être paralysée, je ne comprends pas ce que j'ai. Et alors lui, il est venu, il m'a massé, mais quand il me massait, c'était horrible. Je poussais des hurlements, j'ai dit, arrête, 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 tu me fais mal, c'est pas possible, arrête. Il m'a dit, mais alors donc? Il m'a dit, je touche pas, alors il m'a dit, il y a quelque chose d'autre. Il m'a dit, écoute, va voir le docteur, c'était un docteur à Antibes, un rhumatologue, et je suis allée le voir, et il m'a passé la radio. Et il m'a dit, oh mais madame, vous venez de subir une intervention. Oh, je dis non monsieur, je dis non docteur, c'est pas possible, j'ai pas reçu, non, 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 on m'a pas opéré, rien du tout. On verrait la cicatrice sur ma peau, il n'y a pas de cicatrice. Madame, non, 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 mais c'est comme si ça a été fait bien, hein. Il m'a dit bien, super, au laser. J'ai dit, oh le laser? Mais j'ai dit, attendez, on commence à peine connaître le laser et vous me dites que c'est au laser? Là, j'étais dépassée, quoi. Je dis, mais c'est pas possible. Si, si, si. Il m'a dit, c'est une belle opération, c'est la 5e vertèbre lombaire qu'on vous a opérée. Et alors, il a gardé la radio, il me l'a pas donnée. Et depuis, tu ne sens plus rien? C'est fini. Celui que j'ai vu, il avait
comment je pourrais dire ça? C'est pas un t-shirt, mais ça fait un peu comme un t-shirt qui colle comme ça. Et puis le bas, je pense que c'est aussi comme des collants. Ça fait un collant entier comme ça. Comme une combinaison? Comme, oui, mais c'est un collant. C'est argenté, c'est... Non, 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 c'était comme un tissu, je me rappelle bien, en plus c'était dans la nuit. C'est un tissu foncé en haut et un peu plus clair vers le bas. Mais c'est tout ce que je peux dire. Il était brun, les cheveux courts. Ça aurait pu être n'importe qui. Ils disparaissent. Ou alors ça s'efface comme si vous prenez une gomme et puis vous l'effacez. Ça fait comme ça. Tout. Oui, mon fils aîné, il avait un peu du mal parce qu'il voulait être comme tout le monde. Bon, il est comme moi, c'est-à-dire qu'il reçoit par télépathie, on le manipule par la télépathie, il entend parler, on lui dit de faire ça, de faire comme ça, comme avec moi, toujours la même chose. J'ai mon deuxième, lui, il se dédouble très facilement, il a des révélations, admettons, scientifiques, alors que c'est un danseur, c'est un professeur de danse. Mon dernier, pas du premier mari, mais du deuxième, lui aussi, il a eu, tout petit, il a eu des choses extraordinaires. Mais alors, lui, des fois, il y a des moments où il ne faut pas lui parler de quoi que ce soit, de tout ça. Il ne veut pas entendre parler, il dit, moi, je suis un jardinier, je veux vivre comme ça. C'est ça que c'est un peu mon problème, quoi. Ma mère m'avait envoyé une lettre, un petit mot à ma mère nourricière en disant « Je ne peux pas m'occuper de ma fille, mettez-la à l'orphelinat ». Donc on a passé devant les avocats, il y a eu tout un processus et tout ça, et je me suis retrouvée donc à l'orphelinat. Moi je me retrouve dans la cour. Et puis, j'étais en train de regarder le portail, et puis là, je dis, mon Dieu, je voudrais partir. Je voudrais partir, je ne veux plus rester là, je voudrais partir. Et à ce moment-là, je dis, si mon Dieu, si ce portail pouvait s'ouvrir. À ce moment-là, le portail s'est ouvert, et ça grinçait, comme ça. Et puis... je suis restée à regarder ce portail qui s'ouvrait, et bien je me disais en moi-même, mais où je dois aller? Je ne connais pas, qu'est-ce que je dois faire? Et puis alors j'ai dit, ben non, je ne peux pas partir, il vaut mieux que le portail se referme. Et à ce moment-là, le portail s'est refermé. Voilà. Et quand à ce moment, je vois arriver la religieuse, qui, avec sa cornette, là, elle courait, elle disait « Mademoiselle, mademoiselle, venez, 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 mon enfant. Il y a deux messieurs qui veulent vous voir. » Alors je vais, et entre moi, je me dis « Mais pourquoi elle m'appelle mademoiselle ?» Alors je vais voir, et je vois donc deux hommes, tous les deux habillés avec des chapeaux de feutre bleus, bleu marine, presque noir un peu, et des lunettes noires, le teint clair, et un par-dessus ciré noir. Ils se tenaient très droit, ils étaient grands. Ils étaient grands parce que moi je faisais comme ça quand ils me tenaient les mains. Et ils m'emmènent, donc j'ai dit où c'est que vous m'emmenez? Alors j'ai dit où c'est qu'on va? T'inquiète pas. Ils m'ont dit c'est pas loin.
Alors bon, ben, en attendant, on a beaucoup marché, et moi j'étais fatiguée. Alors j'ai dit, je suis fatiguée, on ne peut pas s'arrêter. Non, 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 on ne peut pas s'arrêter, viens, dépêche-toi. Il tape 3 fois, il y a une personne qui descend, et puis je vois arriver une femme brune avec des cheveux longs, noirs, et du rouge à lèvres, bien rouge, hein, ça m'avait un peu choquée. Et puis, lui, il dit, un des hommes dit, le colis, il est là. On apporte le colis. On monte, et elle m'assoit sur une chaise qui était juste, quand on monte les escaliers, comme ça, il y avait la cuisine, elle m'assoit sur une chaise, et après, ici, de l'autre côté, il y avait encore deux escaliers, on descendait dans une salle, et il y avait du monde, et chacun chuchotait entre eux. Alors, je ne sais pas si c'est des gens qui faisaient, comment on appelle ça, ceux qui font la guerre cachée, là, comment on dit, qui veulent défendre leur pays. Oh. Des résistants. Des résistants, peut-être, je ne sais pas. Mais moi, j'ai rien à voir. Des réfugiés. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Et alors, donc, moi, je regardais comme ça, et j'entendais la femme, elle disait, pauvre enfant, qu'est-ce qu'elle va souffrir? Qu'est-ce qu'elle va souffrir? Elle faisait comme ça. Et moi, je disais, oh, entre moi, ça me tracassait la tête. Et puis après, bon, j'ai dormi chez eux. Je me rappelle, j'avais une poupée niçoise. Enfin bon, enfin bref, on passe dessus. Bon, je me suis endormie avec une poupée niçoise, tout ça. Et le lendemain, il y a eu encore 2 autres hommes qui sont venus me chercher. Eux, ils étaient avec des pardessus beige. Et ils m'ont emmené au train, au petit train d'Épines. Voilà, on est monté dans le train. Moi j'étais assise contre la fenêtre, un était assis à côté de moi et l'autre il était en... Alors donc on monte dans le train, ils ne parlaient pas, j'avais l'impression plutôt qu'ils se regardaient, j'avais l'impression qu'ils se parlaient en se regardant. Donc je pense qu'ils se faisaient peut-être de la télépathie, peut-être, on va savoir. Et puis à un moment donné, le train s'arrête avant d'arriver à Puget-Théniers. Oui, ça doit être ça. Oui. Et alors à Puget-Théniers, on a entendu un avion qui arrivait et ça canardait. Ça faisait ta, 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 ta. Alors moi je dis, oh, j'ai envie de faire pipi. Et je ne réalisais pas qu'il y avait du danger. Je dis, je veux faire pipi. Et lui, il m'a dit, non, 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 c'est pas le moment d'aller faire pipi. J'ai dit, oui, mais moi, je veux faire pipi. Il m'a dit, bah, alors, tu te descends et tu te mets contre le train. Je vais pour y aller, mais quelque chose me dit non. Comme si, quand je dois faire quelque chose, il y a quelque chose qui me dit, attention, danger. Voilà. C'est la lumière rouge qui s'allume. Alors, je dis, non, je n'y vais pas. Et à ce moment-là, on a ta, 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 et là, un des hommes saute sur moi et me met sous lui, dans lui sur moi. L'autre court, je ne sais pas ce qu'il a été faire, je ne peux pas dire. Et après, j'ai entendu les gens crier. Un petit avion, et je l'ai vu, moi, ce petit avion, il était couleur beige. Alors j'ai entendu l'homme qui m'a dit, eh ben, tu l'as échappé belle. Et moi, j'ai dit, mais pourquoi il m'a dit à moi ça? Je ne comprenais pas, moi, j'étais... Alors, il m'a dit, et l'autre, il a dit, ben, dis donc, il a échappé belle. Ce petit train, ce petit avion, je l'ai sur le journal, on ne sait pas d'où il vient. On va me conduire dans une ferme, c'était un petit hameau, qui a été construit par des Juifs. C'était au temps de l'Exode, à l'époque ancienne. Et ils ont fait ce petit hameau. Et donc il y avait celle qui avait la bergerie, on l'appelait Maman Bergerot. Donc ils sont allés vers elle, ils lui ont dit voilà, l'enfant, on lui a dit voilà, mais vous devez vous en occuper et faire très attention, vous la protégez. Elle a dit, je la protège comme si c'était ma fille. Voilà. Alors bon, je reste quelques jours, tout ça, et puis Marie-Christine, la petite que j'aimais bien, elle me dit, viens, on va aller voir les bergers.
Alors on va voir les bergers, tout ça, elle nous dit, oh faites attention, il y a les loups, des trucs comme ça. Puis nous, ah, moi j'ai dit les loups, j'ai pas peur. Alors, donc on revient à la ferme, et à ce moment-là, j'avais Marie-Christine qui était devant, et moi j'étais derrière, et je m'entends faire « Denise ». Bon, je regarde si c'est Marie-Christine qui m'appelle. Bon, elle continuait à marcher. « Denise ». Mais d'où? C'était d'où? Je me retourne, et je vois comme un berger. Voilà. Alors, je fais comme ça, tu me connais? Il me dit, oui, bien sûr. Il me dit, nous savons que tu souffres. Je sais combien. Nous savons que tu souffres, je sais combien tu souffres. Il me dit, ah bon? J'ai dit, bon. Et alors après, je lui prends la main comme ça. Il était beau, mais d'une beauté. Oh, c'était une merveille. Jamais j'ai vu un être aussi parfait. Il avait des yeux, on aurait dit, je sais pas, c'est bizarre, c'est des yeux d'un marron, mais c'était comme la couleur châtaigne, mais c'était beaucoup plus beau que ça. C'était beaucoup. Les cheveux frisés, brillants, brillants. Tout brillait chez lui, tout brillait, tellement il était beau. Et il faisait jeune, il faisait à peu près dans les 18 ans, 19 ans, 18 ans, quelque chose comme ça. Et il avait de très belles mains. Alors je lui ai pris sa main, non, il a pris ma main et on a marché un petit peu ensemble. Et puis il m'a dit, j'ai dit, mais qui tu es toi? Il m'a dit, je suis le berger. Et moi je lui ai dit, mais où sont tes moutons et tes vaches? Alors il m'a fait signe que c'était là. Et moi je lui dis, après il me regarde comme ça, et il m'a dit, plus tard, tu deviendras mon épouse. Et moi je me suis mise à rire, enfin j'ai dit, oui mais toi, quand moi je serai grande, toi tu seras vieux. Alors comment on fait, hein, je veux savoir. Alors il m'a dit lui-même, il a regardé, il m'a souri gentiment. Et puis après, je lui dis, j'ai lâché sa main, j'ai dit, Christine, Marie-Christine, regarde, il y a le berger là. Il a dit, et puis il avait disparu. Alors, cette question est toujours d'actualité. C'est toujours les mêmes messages et il y a beaucoup de personnes qui le reçoivent aussi, ceux qui sont contactés. Moi, ce qu'ils m'ont dit, quand je devais faire l'émission à la télé, de toute façon, c'est eux-mêmes qui ont tout programmé, ils m'ont dit que je devais contacter les gouvernants de cette planète et de cesser toute manipulation des fusées nucléaires. Et moi je leur ai dit, mais est-ce que ces gens vont-ils m'écouter? Moi, je suis qu'une simple femme, est-ce qu'ils vont m'écouter? Alors, et s'ils ne m'écoutent pas? Alors ils m'ont dit, nous avons la possibilité d'activer le temps, et si les êtres de cette planète veulent se détruire, nous avons la possibilité de déplacer
détruisez votre planète et de vous mettre dans un coin d'un univers de façon à vous détruire, si vous voulez vous détruire. Voilà. Mais vous ne dérangerez pas les autres dimensions, vous ne les dérangerez pas. Comme ça, vous ne dérangerez personne. Il me disait que... moi, je leur disais, mais est-ce que vous allez ressentir tout ça si on fait exploser une fusion nucléaire? Et alors, il me disait, bien sûr, ça va perturber, ça va vous détruire, et ça va nous aussi, nous perturber. Voilà.